Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair. Et les vraies voix du mardi, pour votre dernier mardi de l'été avec moi, sont spéciales femmes, vous le savez. Alors aujourd'hui, on va parler du fait qu'il faut briser le cycle, évidemment, des violences faites aux femmes. En 2025, encore une femme sur 3 dans le monde est victime de violences. Chaque témoignage est une arme contre l'indifférence. Alors une femme sur 3 meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-compagnon. C'est pas honteux d'être une victime, il faut le dire. Il y a un chiffre glaçant quand même à noter pour la France. En 2025, au 21 juillet, donc ce mois-ci, 50 féminicides ont déjà été signalés. C'est un chiffre qui est vu à la baisse, selon certaines associations. Nous sommes avec Émilie Caplier, qui est fondatrice de l'association Elle veut être libre. Bonjour et bonsoir plutôt. Bonjour, oui, bonsoir, merci. Alors Émilie, vous avez fondé cette association Elle veut être libre. C'est une structure qui s'engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Parce que c'est des violences que vous avez vous-même connues dans votre parcours, en fait. Exactement, oui. Il y a 20 ans en arrière, j'ai connu les violences physiques et psychologiques avec mon premier petit ami. En fait, on se lance dans une aventure, on se lance dans l'amour, on se lance dans la vie. Et puis c'était un schéma répétitif tout au long de ma vie et même encore jusqu'à l'heure. C'est-à-dire un schéma répétitif, que des hommes à chaque fois que vous... Oui, à chaque fois que je rencontrais un homme, c'était un schéma qui se répétait. Un schéma de violence. Voilà, exactement. D'accord. Alors donc, pas forcément physique, mais voilà, il y a aussi ces... Alors, on imagine, on va rentrer dans le vif du sujet un peu plus, mais on imagine que quand on est dans un schéma répétitif, c'est quelque chose en nous qu'il faut changer aussi, Émilie. Oui, exactement. Voilà. Mais bien sûr. Et c'est aussi pour ça que vous le faites par l'art, etc., par la musique notamment, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous avez décidé de monter cette association Elle veut être libre, du nom de votre première chanson engagée. On va en écouter un petit extrait d'ailleurs, si Marie veut bien. Elle veut être libre, libre d'aimer, vivre sans mots violents, juste pour un instant. Elle veut être libre, libre de penser. Elle veut être libre, libre de chanter. Elle veut être libre. Vous avez une très jolie voix, Émilie. Libre comme le vent. Alors, cette chanson, elle vous est venue comment? Racontez-nous un peu la genèse de cette chanson et de cette histoire. Oui. Alors, comme j'ai vécu ces violences physiques et psychologiques pendant 7 ans, c'est vrai que c'est même improbable. Les gens peuvent penser comment elle a pu rester 7 ans, mais bon, c'est l'amour, c'est l'emprise. Et donc j'avais des mots que je devais laisser sur du papier. Je pense que j'avais déjà cette âme d'auteur au fond de moi. Et puis j'étais déjà chanteuse à l'époque parce qu'on partageait exactement le même métier. Donc être sur scène et j'ai dû écrire des mots qui sont restés dans un tiroir et c'est en 2019 où je me suis dit non, il y a une chanson qui doit naître pour être messagère, pour être que ça soit le message pour toutes les femmes qu'elles puissent s'en sortir. Donc et j'ai eu cette rencontre aussi improbable de Jérémy Jugnot qui a été aussi longtemps le pianiste de Lara Fabian et d'autres artistes, et avec l'aide de Freddy Olville, et on s'est vraiment posé sur cette chanson et elle est née. Elle veut être libre est née, et c'est pour ça qu'ensuite on a voulu tourner aussi un clip pour dédramatiser la cause aussi, mais aussi pour que toute femme puisse interagir avec ce clip et cette chanson. Alors, ce qui est très intéressant dans votre positionnement, Émilie, c'est que vous voulez transformer la douleur ça vous en faites quelque chose de beau, de positif. Oui, c'est vraiment ça l'histoire, quoi. Oui, et puis je pense que c'est aussi ma fierté parce que j'ai su me relever de toute épreuve de la vie et je veux que chaque femme se retrouve, parce que déjà on n'a qu'une vie. Être une femme au quotidien, c'est pas simple, mais écoutez, elle veut être libre et puis se dire qu'on n'est pas seul, qu'on peut se relever aussi grâce à ses amis. Et moi je remercie, et elle est présente aujourd'hui, Faustine Saï qui m'a aidée, qui m'a accompagnée et qui a pu aussi poser des mots sur tout ce que je voulais être en tant que femme. Comment vous avez réussi à en sortir de ce cycle de violence de 7 ans alors? C'est un matin, vous vous êtes réveillée, vous avez compris peut-être?
Oui, il y a ça aussi, oui, bien sûr, j'ai compris, Qu'est-ce qui parce s'est que le schéma se répétait, et dire aussi qu'à 90%, la thérapie a été aussi la musique. Ça a été vraiment la musique. En fait, j'ai ça au fond de moi, je chante depuis que je suis toute petite, et puis poser l'écriture en fait sur des mots pour penser les mots, ça a été Alors, ça a été du coup, révélateur. vous avez monté cette association du même titre que votre chanson, on l'a dit, elle veut être libre. Ce que vous faites, c'est que déjà vous sensibilisez le grand public aux violences psychologiques, physiques, sexuelles ou économiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, sensibiliser le grand public à ces violences-là? C'est leur expliquer, leur raconter, leur donner à voir? Oui, bien sûr, pour pouvoir aussi les aiguiller, pour pouvoir les aider, comme je l'ai fait récemment, en fait, dans une classe BTS à Reims, où justement derrière ils ont eu un projet citoyen pour pouvoir récolter des fonds pour aider l'association, et je les remercie encore, parce que pour eux c'était minime, mais pour nous en fait c'est grand, en fait, chaque petit pécule, en fait, on va dire, chaque geste peut aider l'association. Et c'est vrai que sensibiliser, parce que ça reste encore un sujet tabou, et puis en tant que jeune fille, vous le ressentez, ça, que c'est encore un sujet tabou? Oui, bien sûr, parce que comme j'expliquais, en fait, dans cette classe, ils ont entre 16 et 18 ans, rien que fouiller en fait dans un téléphone portable, ou rien que de fouiller en fait dans un sac, c'est déjà en fait la violence. La violence commence par là. Alors, vous accompagnez les femmes victimes dans leur parcours de libération, parce que c'est vraiment ça, être libre, c'est être libre, la libération, quoi. Ça intervient à un moment donné où il y a une prise de conscience de soi, comme vous le dites, par la thérapie musicale, ou quel que soit finalement le biais aussi qu'on utilise pour sortir du cadre. Oui, bien sûr. Enfin, il n'y a pas que la musique. Je connais aussi des femmes qui ont été victimes de violences et qu'elles se libèrent, soit par l'art théâtral, soit par l'art du dessin. Mais nous, en fait, l'association, on a ce but. Tout simplement, en fait, de les aider, de les aiguiller grâce à nos réseaux, grâce à nos réunions que l'on fait, et que nos projets aussi à venir, comme libérer la parole des femmes. Alors, quelques chiffres pas très sympas, mais je vais quand même les donner parce que c'est important que les auditrices, les auditeurs entendent. Il y a eu, soi-disant, une baisse de 19% de féminicides en 2023 par rapport à 2022. Il y en a eu 96 femmes environ qui ont été tuées, et c'est déjà trop. Mais c'est une diminution qui masque pas un constat alarmant. Il y a encore une femme qui est tuée tous les 2 à 3 jours en France, on l'a dit. Les associations, elles estiment les chiffres plus élevés, autour de 130 à 140 féminicides par an, quand on inclut aussi les meurtres commis hors cadre conjugal ou en contexte de haine de genre. Donc c'est finalement quand même un échec collectif, cette histoire. Oui, exactement. Mais même si ça reste encore tabou, je pense qu'il y a des choses aussi qui avancent. J'en parlais l'année dernière, par exemple, à Sud Radio, qu'il y a quand même la police, la gendarmerie qui sont formés pour accueillir. Moi, à l'époque, il y a 22 ans en arrière, j'intervenais, en fait, par exemple, c'est mon cas personnel, quand j'intervenais, non, on prend une main courante, mais on prend pas la plainte, parce que il y a pas de séquelles. J'ai vécu ça, J'ai vécu où ça a été toujours le combat à venir, et puis à expliquer et à poser des mots. Mais forcément, quand il n'y a pas de bleu, parce que la violence peut être aussi psychologique, et c'est même plus dramatique que des fois aller recevoir un coup. Ah bon, pourquoi? Je pense que c'est une blessure, en fait, qui reste à l'intérieur. Enfin, les mots des fois sont bien plus violents, et c'est pour ça que cette chanson, elle veut être libre, c'est une expression. Pour que chaque femme entende, elle veut être libre, peu importe, de chanter, de s'exprimer, de danser, mais qu'elle soit libre. Et alors, comment vous leur donnez une voix, vous, aux femmes qui viennent vous voir? Comment concrètement ça se passe? Comment vous les accueillez? Racontez-nous un peu le process. Par rapport à l'association, l'association, c'est vrai qu'elle est naissante, puisque ça fait moins de 2 ans qu'elle est là. Et après, quand elles viennent nous voir, c'est surtout fait par téléphone. On reçoit beaucoup de messages, donc on essaye de les aiguiller au mieux vers le CDFF, vers le réseau de l'aide. Expliquez aux auditeurs ce que c'est le CDFF. C'est le centre d'information pour les femmes. Donc il y a des juristes, parce que nous, en fait, en tant qu'association, même si on est fondatrice ou présidente, comme Priscilla Kakowski, qui est la présidente, et je la salue, on n'est pas là, en fait, on n'est pas juriste, on n'est pas avocat, mais on est là, en fait, en tant que femme, en fait, pour aiguiller, pour épauler, et pour les diriger, en fait, vers la bonne direction. Et alors, quel type de message vous recevez? Tout type de messages. Et d'ailleurs, je tiens à le souligner, surtout, c'est toute classe sociale, en fait. Ouais, vraiment. Et tout type d'âge aussi? Et tout type d'âge. D'accord. Là, récemment, j'ai eu une dame, 60 ans, c'était compliqué avec son mari, et pourtant, elle dit, ça va faire plus de 35 ans qu'on est mariés, mais, et j'ai peur de partir. Donc, il y a souvent ça aussi qu'on voit chez les femmes victimes de violences, ou chez les femmes en général d'ailleurs, c'est la peur d'agir et de tracer sa route toute seule, parce qu'il y a une espèce de sentiment, je vais pas y arriver.
C'est ça, je vais pas y arriver. Et puis je pense aussi que la femme dépend aussi, et encore à l'heure actuelle, bon maintenant la femme travaille, mais elle dépend aussi financièrement de son conjoint ou de son mari, donc c'est dur. Et puis il y a les enfants, s'il y a des enfants, c'est la peur que vont dire, et puis il y a le regard des autres. Ouais. Et donc il faut passer par l'indépendance financière. Ça, c'est un des messages, j'imagine, que vous donnez aux femmes qui vous appellent. C'est-à-dire qu'il faut s'émanciper financièrement, c'est le départ de la liberté, ça. Oui, exactement. Et puis même, il y a des aides. Enfin, on reste pas en fait avec un homme violent parce que on dépend financièrement de l'un et l'autre. Non, il faut savoir s'émanciper, il faut savoir aussi s'aider et puis connaître aussi toutes les aides que la France aussi prévoit, que l'État met à disposition en fait pour et aussi, les femmes. On peut le dire, aujourd'hui l'accueil dans les commissariats et dans les lieux où les femmes viennent pour parler des violences qu'elles ont subies, c'est largement amélioré. Il y a même des brigades spéciales, des brigades spéciales famille. Donc n'ayez pas peur. Voilà. Si vous êtes victime de violences, surtout n'ayez pas peur. Allez dans le commissariat le plus proche de chez vous. Les officiers qui représentent l'ordre sauront vous accueillir. Vous restez avec nous, Émilie Capelier. On va continuer cette émission dans un instant et on va parler justement de l'art comme ce vecteur de reconstruction et puis de tous les événements que vous avez organisés. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Judith Belair. Et pour cette dernière spéciale femme de votre mois de juillet du mardi, on parle des violences faites aux femmes. Et on va parler aussi de la reconstruction et de la manière d'en sortir, parce qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Alors là, l'art s'impose comme un vecteur important de sensibilisation, de lutte contre ces violences à travers diverses formes. Il y a la musique, comme fait Émilie Capelier. Il y a la peinture, il y a le théâtre, il y a la photo. Il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs qui dénoncent ces violences et contribuent à faire évoluer les mentalités. Vous, Émilie, vous l'avez fait en chanson. Et vous avez notamment, par exemple, organisé des soirées caritatives, dont une qui a eu lieu en novembre 2024 au Palais des Rencontres de Château-Thierry. Émilie fait son show où vous avez invité plein d'artistes en fait à venir participer avec vous sur scène pour dénoncer cette violence. Racontez-nous d'où ça vous est venu cette idée et comment ça s'est passé. Oui. Alors native de Château-Thierry, j'ai toujours vécu à Château-Thierry et je me suis dit un jour je ferai le Palais des Rencontres mais pour une bonne cause. Et la bonne cause est venue, c'était pour celle des femmes et celle de mon association. Donc grâce à Cécile Laligan, j'ai pu rencontrer Fabienne Thibault, avec... Alors Cécile Laligan, c'est votre attachée de presse. L'attachée de presse, On lui fait un bisou je d'ailleurs, elle nous écoute. Et donc j'ai pu rencontrer Fabienne Thibault, Sandrine Alexis, Nathalie Marquet-Pernot, voilà. Il y a aussi des jongleurs, des musiciens. Il y a des jongleurs, il y a eu des artistes locaux, des jongleurs, contorsionnistes aussi que j'ai recrutés à la France Un Incroyable Talent. Il y a eu les danseuses de Feeling Dance de Château-Thierry. Il y a eu aussi un magicien. Voilà, tous ensemble en fait pour la même cause, pour celle des femmes. Le but c'était de remplir le Palais des Rencontres, 650 personnes, pour en tirer des bénéfices. Et je l'ai rempli. D'ailleurs, on a même refusé des places. Et même à l'heure actuelle, c'est quand, Émilie, que tu refais un autre spectacle? Alors je dis ouf. Les gens ont apprécié, mais c'est un sacré travail. Parce que le jour où j'ai exposé en fait le spectacle à mes parents, je leur ai dit voilà, il y a un financement de temps. Enfin voilà, je veux être vraie aussi. Il y a entre 10 et 15 000 euros voilà pour présenter ce spectacle. Mais grâce aux partenaires, grâce aux sponsors, grâce à la volonté, à la motivation, j'en ai même oublié parfois de manger, de vivre. Et je me suis dit, je me dois en fait de faire ce spectacle-là. Et alors, c'est quoi les retours que vous avez eus derrière ? On a eu de très bons retours. C'était un spectacle pendant 2h30. Les gens se sont amusés, d'ailleurs grâce. Et je remercie Sandrine Alexis qui a fait rire toute l'assemblée de Château-Thierry. Voilà. Et puis c'était un spectacle haut en couleur. On avait vraiment magicien, contorsionniste, la danse. Moi aussi j'ai pu exprimer en fait aussi cet album femme que j'ai voulu exprimer sur scène avec des mises en scène, avec des couleurs. Mais vraiment c'était un bon retour. Femme, le titre Femme, vous dites que c'est l'hymne final en fait de votre album, c'est votre hymne en fait. Oui, voilà, c'est tout à fait mon hymne parce qu'elle veut être libre, mais là dernièrement en fait j'ai sorti aussi un titre sur Spotify, sur toutes les plateformes qui s'intitule Femme. Ouais. D'accord. Alors vous avez aussi écrit un bouquin qui s'appelle Modèle, MOTS. Vous l'avez écrit en partenariat avec Laure Dédy, c'est vendu au profit de l'association. Qu'est-ce que vous nous racontez là-dedans? C'est des témoignages?
Ah oui, c'est des témoignages. Alors c'est pas moi qui l'écris, hein. Enfin c'est Laure Dédy vraiment qui l'a écrit, qui a été à la recherche en fait de femmes qui et ont vous subi. Êtes dedans en fait, c'est ça? Et en fait voilà, je suis dedans. Elle a voulu m'intégrer dedans en fait en dernière page avec les paroles de Elle veut être libre et puis moi en tant que fondatrice. Mais c'est vraiment Laure Dédy qui a été à la recherche de ces femmes qui ont aussi vécu des violences psychologiques, des violences, toute forme de violence, et qu'on a voulu mettre soit avec l'art de l'écriture ou soit tout simplement l'art du dessin. Et chaque vente en fait sur Amazon ou chaque vente où elle se produit sur des stands de vente, eh bien les bénéfices sont directement reversés à l'association. Et je remercie Laure pour son geste. Bravo. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des patterns, des points communs en fait dans les femmes qui sont victimes de violences ou pas du tout? Les points communs, en fait, c'est beaucoup violence physique. Non, parce qu'on dit souvent que c'est souvent des femmes, par exemple, plus hautes en couleur, plus fortes, etc., qui attirent des gens qui ont envie de prendre un peu de cette lumière. Ouais, bien sûr. C'est une pattern que vous reconnaissez ça. Et moi, je pense en fait que je me reconnais là-dedans, en fait. Parce que je suis une femme. Je suis une femme indépendante. Je suis une femme forte. Et pourquoi en fait on est tombé? Pourquoi on tombe toujours en fait sous l'emprise? Pourquoi on tombe toujours en fait sur cette forme d'homme en fait, soit qui profitent ou soit qui veulent mettre la lumière sur eux, en profit en fait de notre caractère, tout simplement. Et vous l'expliquez comment ça? Vous êtes là pour en parler, hein, Émilie. Oui, c'est vrai. Donc n'hésitez pas à le faire quand même, parce que vous avez le micro à vous encore pendant 5 minutes. Oui, comment je peux l'expliquer? En fait, ça a été difficile. Comment est-ce que vous expliquez, vous, par rapport à vous-même, le fait que vous ayez eu besoin à un moment donné de fréquenter quelqu'un qui vous enlève votre lumière, en fait? Est-ce que c'est un sentiment d'imposture? Est-ce que c'est parce que ça fait partie de notre éducation, nous les femmes? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a là aussi un point commun à toutes ces femmes qui tombent dans la violence malgré elles? Ouais. Vous savez pas? Vous n'avez pas envie d'en parler? C'est pas que j'ai pas envie d'en parler, mais moi là, peut-être que vous me prenez de court, mais je sais pas en fait. J'ai jamais compris. Pourtant j'ai été suivie. J'ai été suivie avec une thérapeute et en fait on essaye de comprendre pourquoi en fait on tombe toujours sur ce type d'homme et pourquoi je suis tombée sur ce type d'homme qui m'a rendue malheureuse, pourquoi qui m'a violentée physiquement, psychologiquement. Alors que je suis une femme forte et indépendante. Il y a un truc important que nous a appris Dominique Pellicot, c'est que la honte, elle doit changer de camp. C'est pas honteux d'être une victime. Non, c'est pas honteux d'être une victime. Non, et d'ailleurs, faut en parler. Et il faut libérer la parole. Et c'est aussi le but de l'association. Et c'est nos projets et nos objectifs aussi pour septembre, même un petit peu plus tard, vers octobre, en fait, de créer de ces groupes de parole et que ces femmes viennent à nous pour en parler et qu'on puisse les aider, les aiguiller. Ouais. Et quand vous avez une dame comme Dominique Pellicot qui devient une icône justement parce qu'elle a eu la force d'ouvrir les images de son procès au monde entier. Elle a ensuite fait la une du Times et maintenant elle a la Légion d'honneur. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet, ça? C'est une fierté en fait en tant que femme, bien sûr. Et moi je suis fière en fait de mon parcours. Bien sûr que j'en ai traversé en fait des chemins avec des gros rochers, mais j'ai su en fait les mettre de côté pour pouvoir être fière et surtout et la phrase que je dis toujours en fait, je me dois en fait d'être la messagère pour ces autres femmes et je veux que ces femmes se libèrent la parole, qu'elles ne sont pas seules. Alors c'est quoi le premier truc à faire quand on est victime de violence et qu'on veut s'en sortir, Émilie Caplier? Déjà, en parler autour de soi. Déjà, si on a des amis... Et si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le 3919, qui est un appel gratuit et anonyme, le 3919. Et sinon? Et si ça marche pas, non plus, de se déplacer à la gendarmerie, d'en parler. D'aussi, il y a des associations qui existent, comme la nôtre. Tout simplement. Donc en fait, il faut retrouver une forme d'espoir à travers les structures qu'on nous met à disposition, c'est ça que vous dites? Ah oui, et puis il y a toujours espoir. La preuve, j'en suis. Vous avez effectivement le sourire et la pêche. L'idée, c'est vraiment le redire, de créer un espace d'écoute aussi. Et puis on est là pour elle, bien sûr. Vraiment, l'association Elle veut être libre, je le dis, on est là pour les victimes. On reste ensemble, Émilie Caplier, toutes les deux, et puis bientôt toutes les trois avec Dominique Broglie, qui est fondatrice de Mon Shérif. C'est une solution justement pour agir contre la violence. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Judith Belair.
parle, voilà, mon micro est ouvert. C'est pas grave. Vraie voix spéciale femme le mardi. On est ensemble, on est avec en studio Émilie Caplier qui est fondatrice de l'association Elle veut être libre. Et j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Broglie, fondatrice de Mon Shérif. Alors, il y a des moyens de se protéger. C'est une bonne nouvelle. Bonsoir Dominique, bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir. Alors, justement, parce que face aux violences faites aux femmes, et pas que d'ailleurs, il faut jamais oublier qu'il existe des outils, et c'est ça que vous nous proposez. C'est une initiative innovante portée par vous, Dominique Broglie. Mon Shérif, alors c'est une application et un petit bouton, ou un bijou d'ailleurs, c'est ça, qui permet de déclencher une alerte discrète. Dites-nous en plus, Dominique. Il faut porter ça sur soi. Le but, c'est que c'est totalement anonyme. Ça ne se voit pas. Donc, on ne montre pas à un agresseur potentiel qu'on est équipé d'un dispositif d'alerte. Voilà. C'est là tout l'enjeu. Ça donne confiance d'agir. C'est toujours à portée de main. Seuls nous, on sait où ça se trouve. Et en fonction des clics que l'on va faire dessus, on va envoyer différents types d'alertes ou différents types d'actions. Expliquez-nous justement. Ouais. Le simple clic, ça va permettre d'envoyer de l'information stratégique à vos contacts, parce que par exemple, la géolocalisation, ça voit un bornage, mais ça voit pas un étage, par exemple. Donc le simple clic, vous allez pouvoir le dicter ou le rédiger à l'avance et dire où vous vous trouvez, ça va partir à vos destinataires. Il y en a jusqu'à 5. Le double clic, c'est une triple alerte. Donc là, vous envoyez aussi bien un SMS qu'un appel téléphonique qu'un mail qui va donner toutes ces informations sur votre géolocalisation, dire que vous êtes en danger, qu'il faut se mobiliser pour vous porter secours. D'accord. Et puis, à côté de ça, vous avez aussi une autre façon de faire un clic qui est juste un tout petit peu plus appuyé. C'est toujours des fractions de secondes. Et là, ça vous permet d'enregistrer tout ce qui se passe de façon à capter la preuve et conserver la preuve. De façon à pouvoir, justement, amener la preuve de ce qui s'est passé. Et bien évidemment, les accès sont sécurisés et c'est conservé aussi sur un serveur externe au cas où votre téléphone, après, vous le perdez ou il est cassé, etc. Et si jamais on est dans une situation d'extrême violence, est-ce que, par exemple, appuyer sur le bouton 3 fois ou 2 fois, ça peut nous amener à contacter la police directement, ou en tout cas des gens qui peuvent intervenir? Alors ce sont les gens qu'on contacte. Voilà. Non, ce sont sur les violences faites aux femmes. L'application n'est surtout pas liée à un 17 parce que lorsque vous appelez ces standards-là, il faut parler. Or, le but d'avoir ce genre d'outils, c'est que vous les avez sur vous et vous les utilisez en toute discrétion. L'auteur des violences ne sait pas que vous êtes en train de les utiliser, donc il faut surtout pas qu'on vous parle ou bien que quelqu'un, vous ne pouvez pas vous exprimer. C'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir mobiliser vos secours, qui bien évidemment sont des gens qui sont prévenus en amont de votre situation et qui savent que si jamais ça se met à sonner chez eux, eh bien ils doivent se coordonner pour mobiliser les secours parce qu'ils ont votre géolocalisation en temps réel. Donc il faut prévenir les proches en avance, quoi. Voilà, les destinataires, ce qu'on appelle vos tiers de confiance. Bien sûr. Émilie Caplier, si vous aviez eu ce genre de dispositif à disposition quand vous-même vous étiez victime, est-ce que ça aurait changé quelque chose, vous pensez ? Sincèrement, je pense qu'à l'époque, non, parce que j'avais cette peur. Moi, à l'époque, en fait, quand je suis partie à 17 ans et demi de chez mes parents, j'ai connu cet homme violent et sincèrement, j'avais la honte. Et je pense que oui, j'aurais eu peur. Mais à l'heure actuelle, oui, en fait, les choses avancent. Parce que les mentalités ont changé. Mais moi, c'était impossible, en fait, de le dénoncer, tout simplement. Pour moi, c'était pas possible. C'est des paroles que vous entendez souvent, ça, Dominique ? Disons qu'il y a aussi l'usage qui a changé. Moi, j'ai créé Mon Shérif en 2016. Les objets connectés, il n'y en avait quasi pas. Et utiliser de l'objet connecté, c'est pas comme aujourd'hui. Quelle est la personne aujourd'hui qui ne dispose pas au moins d'un objet connecté? C'est rentré tellement dans la vie courante. Donc, il y a aussi un regard qui est totalement différent. On n'aurait pas le sentiment aujourd'hui de devoir cacher quelque chose, parce que l'objet connecté aujourd'hui prend beaucoup de formes et il est beaucoup plus démocratisé. Enfin, je veux dire, il est totalement anonymisé. Donc, je pense que ça aurait pu aider. Mais c'est vrai qu'à la période où vous avez connu ça, chère madame, je comprends très bien que vous n'auriez pas eu du tout le réflexe d'utiliser un objet connecté. Alors justement, Mon Shérif, c'est donc un bijou, un bouton d'alerte. Ça peut prendre différentes formes, on est d'accord. Il n'y a pas besoin forcément de connexion Internet. Il faut quand même avoir du réseau. Alors, il n'y a pas d'abonnement. Il faut quand même du réseau parce que c'est comme de partout. Ça utilise un Bluetooth, c'est relié avec son téléphone, c'est relié en Bluetooth sur smartphone. Quand il n'y a pas de réseau du tout, là, vous savez qu'il y a des modifications de la part des opérateurs téléphoniques qui vont enlever la 2G. Donc avant, sur Android, on pouvait quand même faire partir le SMS avec de l'information. Maintenant, il y aura juste un SMS qui part pour dire que vous n'allez pas bien sur Android, mais il n'y aura plus les liens de géolocalisation, de choses comme ça. Donc, il faut réadapter, on imagine du coup. Oui, il y a d'autres. On est en train de sortir d'autres systèmes que je peux pas dire ici. Je vous dirai tout ça à la rentrée. Mais en tous les cas,
oui, ça passe par Edge. Quand même, quand on est en mode Edge, on arrive à envoyer les alertes. Par contre, si vous êtes en zone blanche ou dans une cage de Faraday, c'est compliqué. Ouais. La géolocalisation va garder la dernière position connue. Et en fait, on va quand même être capable dès qu'il y a un petit bout de réseau, on va être capable de communiquer. Mais non, ça reste un objet du quotidien et on passe pas par des satellites et Elon Musk, surtout au prix auquel c'est vendu pour amener une technologie différente. Alors, vous travaillez où est-ce que vous en êtes sur la diffusion en fait de Mon Chérif en France et est-ce que c'est un système qui est en train de s'ouvrir justement à l'Europe et à l'international? Alors, Mon Chérif, ça a beaucoup changé depuis qu'on s'est vu, chère Judith. Il y a quelques années déjà, enfin oui, 2 ans, ça. quoi. Ouais. Parce que, en fait, Mon Chérif a été longtemps un dispositif qui a été utilisé pour les violences faites aux femmes, dans le cadre des violences faites aux femmes. Mais maintenant, c'est aussi un bouton qui est largement répandu pour aider, justement, les violences faites contre les élus. Enfin, on va dire plutôt les élus victimes d'incivilité de violence. Les départements impairs sont équipés, les préfectures sont équipées des boutons Mon Chérif. On travaille aussi beaucoup avec les CCS, les collectivités, qui veulent protéger les commerçants, les populations sensibles. Donc, on a également le personnel soignant. On travaille en Guyane avec la police nationale, avec l'ARS, avec les médecins. Oui, ça a bougé. Oui, ça bouge beaucoup, mais il faut regarder dans quel monde on vit. Moi, je n'oublierai jamais que même qu'à la base, j'avais créé Mon Chérif. Et ma baseline, c'était gagner en sérénité au quotidien. Faites du sport, vivez vos passions. Et vous avez ce petit outil qui vous permet d'agir sans avoir à vous saisir d'un téléphone. Je ne pouvais pas savoir à l'époque, ça fait quand même bientôt 10 ans que j'ai travaillé là-dessus, que la société allait évoluer de telle manière que ça allait devenir finalement un outil absolument indispensable pour se sentir bien. Parce qu'aujourd'hui, les violences peuvent se passer n'importe quand, venir de n'importe où, et bien malin celui qui peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas une cible. On espère tous ne pas être une cible, mais la société est quand même, c'est quand même difficile aujourd'hui la société dans laquelle on vit. Donc c'est quand même un petit outil aujourd'hui qui est fait pour amener du ciel bleu et qui en amène à différentes catégories de la population, à différentes cibles. Alors, pour en revenir aux violences faites aux femmes, vous faites des partenariats aussi avec des associations. On va reparler de l'association Émilie Caplier, Elle veut être libre. On imagine que c'est des choses que vous avez mis en place, ça aussi déjà. Alors, moi, sur Mon Chérif, oui. Alors Mon Chérif, en fait, on a beaucoup d'associations qui travaillent avec nous. On a surtout un partenariat en tant que tel avec entre elles de Juridica. Vous savez, AXA qui se distingue beaucoup avec sa politique très proactive sur les violences faites pour aider dans la lutte des violences faites aux femmes. Nous, on a un partenariat avec eux, ce qui fait que toutes les avocates qui sont dans leur réseau peuvent faire parvenir gratuitement un bouton Mon Chérif à leurs clientes qui sont victimes de violences. D'accord. On a aussi Dominique. Pardon, Judith. On a aussi, par exemple, un partenariat avec l'Association des maires ruraux de France et leur programme ERE. Vous savez, c'est un programme qui intervient sur la ruralité, l'égalité dans la ruralité. Et on a commencé un partenariat, ça fait 3 ans que ça dure maintenant, où justement les boutons Mon Chérif sont distribués aux personnes de la ruralité. Mais c'est de là aussi que c'est parti, l'histoire des secrétaires de mairie, des élus, etc., etc. Bien sûr, et puis on entend parler aussi de la flambée de violence dans les villes médianes et dans le monde rural, effectivement, en ce moment. Émilie Caplier, est-ce que c'est le type d'outils que vous pourriez proposer aux femmes qui vous appellent, typiquement? Oui, bien sûr, c'est même très intéressant, en fait, et puis même de travailler avec vous, en fait, en partenariat. Oui, je trouve que c'est un bel outil. Oui. Ah bah voilà, quand le lien se crée, on adore. C'est gentil. La force du lien, toujours. Voilà. Alors Dominique, quand même, vous êtes lauréat hors des trophées sécurité 2023, catégorie protection des personnes, lauréat Tech aussi for Women à l'UNESCO, Think Tank Marie-Claire 2021. Est-ce que être lauréate de prix de la sorte, ça vous permet de faire connaître et d'installer mieux cette application, cet outil qui finalement sauve des vies, quoi? Oui, bien sûr. Ça légitimise son usage. Ce que je peux dire, qui est un chiffre qui est très impressionnant, c'est beaucoup plus que le nombre de Mon Chérif en circulation et de Mon Chérif vendus, qui quand même aujourd'hui a largement dépassé les 45 000 boutons. Mais c'est de vous dire qu'on a jusqu'à 12 utilisateurs par minute. Ah ouais, c'est énorme. Donc c'est énorme. Alors, les utilisateurs par minute, ça ne veut pas dire qu'on a 12 personnes par minute qui appellent au secours. Mais en attendant, on a 12 personnes parfois par minute qui vont utiliser le dispositif pour des raisons diverses et variées, puisque vous pouvez aussi enregistrer votre environnement sonore pour amener la preuve lorsque vous êtes victime.
Ah, on vous entend plus, Dominique, on vous a perdu. Si vous voulez. Attendez, recommencez votre dernière phrase parce qu'on vous avait perdu. Je suis là. Oui, allez-y. Excusez-moi. Je disais qu'on peut, comme ça aussi, grâce à cet enregistrement, on peut rapporter la preuve de faits qui sont commis à votre encontre, que ce soit du harcèlement ou que ce soit de l'incivilité. Donc, quand on dit qu'il y a 12 personnes, jusqu'à 12 utilisateurs par minute, les usages sont très divers. Très divers. Bien sûr. Mais oui, bien sûr, avoir une reconnaissance, c'est important. Surtout que, écoutez, moi j'avais préparé quelques petits chiffres à vous remettre ce soir parce que je trouve que c'est intéressant. Pourquoi je parle de ce chemin de la reconnaissance et je reviens toujours sur ce sujet du fait de ne pas être une association mais un acteur privé et en fait de la lenteur du système pour faire bouger les choses quand il y a des vrais problèmes de fond. Bien sûr. Par exemple, je faisais par exemple un parallèle avec le problème des sectes. La première fois qu'il y a eu un rapport, je le lis, la première fois qu'il y a eu un rapport, c'était le rapport Vivien en 1985. Ça a été la première commission d'enquête qui dressait un inventaire des mouvements sectaires en France et analysait leurs dangers. La deuxième commission d'enquête, elle a eu lieu en 99. Elle a approfondi les questions du financement et des enjeux économiques des sectes. Et enfin, la première loi, qui est la loi Abou-Picard, elle est sortie en 2001. Ça veut dire qu'il se passe 16 ans, il s'est passé 16 ans entre le moment où on commence à s'intéresser à un sujet et se dire il faut gratter ça et finalement il y a une première loi qui va aboutir. Alors je pense qu'aujourd'hui les choses peuvent peut-être aller un peu plus vite, mais vous savez comme moi que tout est très compliqué. Mais du coup, c'est toujours pareil. Moi je plaide tout le temps pour ce continuum de la sécurité et c'est très long à mettre en place et c'est fort dommage parce que pendant ce temps-là, c'est beaucoup d'énergie perdue et aussi beaucoup de victimes autant aussi. de gens. Ouais. Mais c'est ça, autant de gens qui ne sont pas aidés ou autant de gens qui ne connaissent pas les outils. Bien sûr. Mon outil n'est pas universel du tout, il ne peut pas être le seul outil, ça n'existe pas. C'est vraiment. Non, mais il fait partie vraiment des outils dont on a besoin pour se sortir de situations qui peuvent être catastrophiques, quoi. Voilà. Absolument. Absolument. C'est mieux que de sortir son téléphone, effectivement, parce que quand on est en train de se faire frapper ou agresser, on n'a pas forcément envie de sortir son téléphone, Émilie Caplier. Exactement. On imagine que les femmes que vous recevez dans votre association ou qui vous appellent, c'est typiquement le genre de choses que vous allez effectivement pouvoir leur proposer. Puisque parfois on peut pas faire autrement. Mais oui, c'est intéressant. On peut pas bouger, quoi. Mais non, on peut pas bouger. Et puis c'est vrai que tout le protocole est long parce que même s'il y a encore, on parle des bracelets anti-rapprochement ou même encore des téléphones grave danger, le temps que ça se mette en place, et là au moins c'est tout de suite et c'est dans les médias et je trouve ça très bien, madame. Bravo. Mais c'est gentil. Mais c'est surtout aussi que si vous voulez l'avantage de ce genre de dispositif, c'est que la personne est capable d'en bénéficier tout de suite. Elle n'a pas besoin d'être sous procédure. Et vous savez comme moi que la majorité des féminicides, c'est tout simplement monsieur et madame lambda qui se séparent. C'est pas du tout une dame qui est suivie par une association d'aide aux victimes. Donc, on essaye de faire de la prévention. On travaille. Alors, on parlait tout à l'heure des partenariats. Je travaille aussi beaucoup avec l'Union nationale des familles de féminicides. Donc, vous allez me dire, c'est trop tard. Mais pas vraiment. Non, mais la reconstruction, elle est pour la famille aussi, Oui, et puis on continue. Elles ont mis en place toute une technique de quadrillage aussi qui est important, où les boutons vont être distribués à plusieurs personnes pour bien. Enfin, franchement, c'est bien fait. Et effectivement, c'est l'avantage d'être un acteur privé, c'est que on a une agilité, si vous voulez. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours cette chaîne. Qu'il n'y a pas dans le public, effectivement. On a l'agilité, l'État, c'est quand même une lourdeur administrative. Les associations, elles font un travail qui est colossal et qui est extrêmement bien fait. Et nous, les entreprises, on essaye d'amener des solutions où on se focus vraiment sur amener une solution pragmatique de terrain et où on va mettre nos forces de R&D, notre argent aussi, pour essayer de venir aider sur ça. Donc c'est vraiment pour moi, on ne peut pas avancer tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience de cette importance et de ce côté fondamental de ce continuum de la sécurité. Et de l'éthique du business, parce qu'on peut faire du business en étant éthique. Ça, c'est important. Ça, beaucoup de gens ont du mal à le croire, mais pourtant c'est vrai. C'est pas un gros mot, éthique et business, ça va ensemble. Oui, allez, vous restez avec nous, mesdames. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif. Et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous. Sud Radio, parlons vrai. Vraie voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair. Vous
Vous êtes toujours sur Sud Radio, ce sont les vraies voix spéciales femmes du mardi qui vous parlent. Alors on va parler reconstruction maintenant, mais d'abord je vous représente mes deux invités. Émilie Caplier, qui est fondatrice de l'association Elle veut être libre et qui est aussi une chanteuse, une artiste qui se produit sur scène. Et puis Dominique Broglie, qui est fondatrice de la solution Mon Chérif. Alors justement, quitter une situation de violence, on va rentrer un peu dans le concret, c'est une victoire, mais c'est souvent que le début d'un parcours complexe, parce qu'il faut reconstruire sa vie ensuite, il faut impliquer, il faut trouver un logement, il faut trouver un travail, il faut trouver une stabilité émotionnelle, parfois même une identité. Bon, c'est une phase essentielle. Comment vous, Émilie Caplier, je sais que quand vous faites un spectacle, vous avez dit que vous ramassez des fonds. Comment est-ce que concrètement vous allez, parce que votre but c'est la reconstruction par sortir de la douleur par l'art, ou par d'autres solutions, mais du coup l'argent que vous récupérez, comment est-ce que concrètement vous allez le reverser aux femmes ou alors au système, aux structures qui vous aident à aider ces femmes? Justement. Oui. Eh bien là, le spectacle que l'on a monté au mois de novembre l'année dernière, en fait, c'était le premier spectacle, c'est le premier projet que proposait l'association, parce que l'association, comme je répète, elle est naissante. Donc c'était vraiment le premier projet. Donc les 650 places, eh bien oui, on les a remplies au Palais des Rencontres. Donc on a pu en tirer un bénéfice et on a pu travailler en fait avec un réseau et dans l'urgence, eh bien pouvoir donner cet argent tout simplement à des psychologues de notre région, qu'elles puissent prendre en charge des femmes. Donc on parle de santé mentale. Victimes, oui. Ok, ça c'est très concret. Oui. Est-ce que vous trouvez, puisqu'on parlait du privé-public, Dominique Broglie tout à l'heure, est-ce que vous trouvez qu'il y a une coordination qui fonctionne? Est-ce qu'elle est suffisante entre les services sociaux, la justice, la santé et puis justement le privé à ce sujet? Sur ce sujet de comment on sort les femmes de là où elles sont en situation de violence et comment on les aide à aller ailleurs ou de se reconstruire derrière, justement. Allô, Dominique, vous êtes avec nous? Ah oui, mais je ne savais pas que vous me posiez la question. Oui, c'était à vous que je la posais. Non, je vous en prie. Excusez-moi. Oui, si ça fonctionne, non. Moi, ma réponse est non. Ça ne fonctionne pas. D'accord. Non, c'est beaucoup de plaidoyer. Et puis, non, c'est beaucoup de plaidoyer. En plus, moi, je ne suis pas à Paris, donc c'est assez épuisant tout ça au bout d'un moment. Donc, il faut plus s'en occuper. Il faut laisser les choses se faire. On s'est suffisamment manifesté. Les gens savent que ça existe. Le terrain est là. Ils parlent et les choses se développent toutes seules. Et il faut maintenant laisser les choses se faire. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller plus loin. On peut pas aller plus loin et plus haut que ce qu'on a fait sur le sujet des violences faites aux femmes. Mais alors, quand même, si jamais il y avait vous pouviez faire passer une mesure nationale demain, comme ça, d'un claquement de doigts, qu'est-ce que ça serait? Dominique Broglie. Une mesure nationale sur les violences faites aux femmes, allez-y. Ben justement, ce serait de faire non plus d'avoir des réunions entre quatre murs avec toujours les mêmes interlocuteurs, mais peut-être justement de se renseigner, de faire un véritable échantillonnage pour voir vraiment quelles sont les solutions qui ont amené un véritable progrès. Et par rapport à ces solutions-là, faire tomber tous les freins, c'est-à-dire de dire ça marche, on les inclut dans un véritable pack. Parce que si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en France, vous avez plein d'associations qui prennent beaucoup d'initiatives et vous retrouvez par exemple, il y en a une qui va dire tiens, je mets en place le pack Nouveau Départ. Il y en a une autre qui va dire tiens, moi je mets en place un accord qui se fait avec la CAF, qui va se faire avec un bailleur social, et encore ça c'est même pas une association, c'est une avocate très talentueuse qui porte ça, qui fait rencontrer la CAF, qui fait rencontrer un bailleur social et qui est là, elle, pour amener le côté juridique et qui va aider aussi une femme à trouver un logement pérenne, etc. Des initiatives, beaucoup de gens en ont. Beaucoup de gens en ont, mais il faut pas que, si vous voulez, il faut pas rentrer dans un moule où tout le monde s'exprimerait de la même manière, va couper ça coupe. Mais est-ce qu'on peut aussi dire, et ça je vais vous poser la question, Émilie Caplier aussi, qu'il y a quand même un gros problème de toutes ces associations féministes, ou en tout cas même d'aide aux violences, mais aussi les associations féministes, elles ont un problème de communication entre elles, justement, pour pouvoir partager ces initiatives et devenir une force commune, en fait. C'est un peu un vœu pieux que je fais là, mais c'est ce qu'on voudrait, quoi. C'est difficile, Qu'est-ce que vous en pensez, Émilie Caplier? Comment ça se fait que c'est aussi difficile pour les femmes de s'entendre entre elles, tout simplement, à ce sujet? C'est un peu ça, le problème. Oui, c'est ça, c'est le problème. Et pourtant, on essaye en fait de développer les associations sur les réseaux. On essaie en fait de sensibiliser aussi la cause. Mais moi, en fait, je rajouterais aussi qu'en France, le problème, c'est que la justice, elle est très longue. En fait, le temps en fait qu'une femme, par exemple, moi pour mon cas, le cas où j'ai porté plainte, jusqu'à temps que le tribunal, c'est long et c'est très très long. Ça vous a pris combien de temps? Ça a pris plus d'1 an en fait. Ça a pris plus d'1 an, donc c'est long.
parce qu'entre-temps, en 12 mois, il y a encore des choses qui peuvent interagir, il y a des choses qui peuvent se passer, et puis... Après, il y a des mesures d'urgence qui peuvent être prises tout de suite par la police quand il y a des mesures d'urgence comme l'éloignement, comme l'interdiction de contact, et ça, il y a quand même un grand avancement. Alors, juste pour en revenir à la cour... Alors, allez-y Dominique Broglie, vous voulez réagir là-dessus? Non, c'est qu'effectivement, quand même, il faut reconnaître que depuis 2017, depuis que ça a été mis au cœur d'une cause nationale, il y a quand même eu des avancées. Il y a beaucoup de gens qui se sont investis sur le sujet, aussi bien des magistrats que des associations, et nous, acteurs privés, ça a quand même, le sujet a été pris en main, il y a quand même beaucoup d'avancements, mais il en reste tout autant à faire. Donc, je veux dire, les chiffres ne baissent pas, Donc, voilà, c'est vrai que là, vous me prenez un peu au dépourvu si je devais réfléchir à une loi en tant que telle, mais je pense, par exemple, l'exemple des sectes où ça dure 16 ans, je pense que quand même, au bout d'un moment, quand il y a des dispositifs comme ça qui fonctionnent, qui ont largement fait leurs preuves, il est grand temps de dérouler des tapis rouges en disant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ce soit plus connu, pour aider, pour œuvrer sur la cause. Et ça, mais pour les associations, pour tout, c'est important. Bien sûr. C'est important. Il y a plein de strates. On n'arrête pas de dénoncer toutes ces strates qui existent aujourd'hui au niveau de l'État. Déjà, si chaque département met en avant dans son département toutes ces associations, etc., et comme vous dites, il faut arriver à s'entendre. Mais enfin bon, écoutez, le monde est difficile aujourd'hui, donc je pense qu'une des premières choses à faire, c'est de s'entendre, voyez-vous. C'est de s'écouter peut-être aussi, carrément, Émilie Caplier. Ouais, exactement, de s'écouter. Et puis c'est vrai, comme vous le disiez, si dans chaque département, même dans chaque commune, il y avait bien une structure, comme une association ou même une maison des femmes, mais c'est un peu plus compliqué, mais que chaque femme aussi puisse s'échapper, parce que c'est ça aussi le réel problème. La femme, elle va où? Moi, je me dis, et ça me met en colère, en fait. Pourquoi c'est la femme qui quitte son foyer, en fait? Pourquoi la femme doit partir? On dit toujours, faut que tu partes, ton mari il te tape, ou ton mari ça va pas, ou pourquoi en fait c'est à la femme de partir alors que c'est elle qui tient le foyer, alors qu'il y a les enfants, et moi je trouve que c'est encore trop facile là à l'heure actuelle de se dire on prend nos valises et on part, quoi. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à une jeune femme qui vient vous voir et qui vous dit je me fais taper, je sais pas comment faire pour partir et tout? C'est quoi le premier conseil que vous lui donnez, Émilie Caplier, ou même à une auditrice qui nous écoute et qui a du mal à sortir d'une situation de violence? Le premier conseil, c'est déjà d'en parler. Je pense qu'il faut faire confiance aussi en sa famille. Et moi, chose que j'ai pas faite. Vraiment, j'ai caché ça à mes parents pendant 7 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, vos parents, quand ils l'ont découvert alors? Ma mère, ça a été juste, ça a été très compliqué. Parce qu'il y a aussi ce sentiment de honte sur lequel on joue depuis. Mais oui, c'est ça. Mais la première chose, je vais déjà la rassurer. S'il y a une auditrice qui nous écoute, je vais la rassurer, lui dire surtout qu'elle n'est pas seule, qu'il y a des associations qui existent, mais aussi maintenant, qu'il y a aussi la justice, parce que maintenant ils sont formés, les gendarmes sont formés parce que la police est formée pour, et puis voilà, puis qu'il y a tout un système en fait d'aide autour d'elle qui maintenant, lutte et qui œuvre pour cette cause. Ouais. Bon, et alors si le soutien collectif, que c'est ce qu'on est en train de dire là, qu'il soit associatif, familial ou entre survivantes, il joue un rôle clé dans la reconstruction. Donc il y a le bouton My Shérif quand on est victime, et puis derrière il faut qu'on se reconstruise. Donc vous l'avez fait par la musique. Je pense que n'importe quel élément qui vous sort en fait de votre quotidien et qui vous sort de la case mentale en fait où vous êtes coincé, ça vous aide à respirer mieux et à partir sur un nouveau chemin. C'est ça, Émilie Caplier? Exactement. La musique, c'était ma seule thérapie, et puis je le dis encore haut et fort, et grâce à ma mère qui m'a beaucoup soutenue, mais aussi à ma meilleure amie. Ça fait 22 ans qu'on se quitte plus, 22 ans d'amitié, et heureusement qu'elle était là, parce que je pense que j'aurais succombé à toutes ces blessures, vraiment. Alors pour finir un petit peu sur Mon Shérif aussi, vous l'avez dit, Dominique Broglie, c'est un dispositif qui ne s'adresse pas uniquement aux femmes victimes de violences conjugales. Il y a aussi les personnes âgées, les personnes isolées, les professionnels exposés à des risques. Enfin, c'est un dispositif qui peut vraiment servir à tout le monde, quoi. Il sert à tout le monde, oui. Surtout en ce moment, oui. Surtout en ce moment, oui. Absolument. Puis il se décline de plusieurs formes, mais on va encore améliorer les choses. Si vous voulez, encore une fois, quand j'ai sorti ça, la société était quand même un petit peu différente. Ouais. Donc là, maintenant, il va falloir renforcer tous ces côtés de sécurité professionnelle, où le but, c'est de sécuriser le plus grand nombre. Moi, ça a toujours été ce que j'ai souhaité faire, c'était de mettre un petit objet du quotidien à portée de tous pour vivre ses passions. Maintenant, après, pendant longtemps, ça a été ce petit objet
l'objet du quotidien pour venir en aide, pour essayer de venir en aide de façon efficace aux femmes victimes de violences. Et puis après, ça s'est déployé dans d'autres populations. Mais comme on voit que les formes de violence changent, il faut aussi accompagner ça, toujours en ayant ce même raisonnement, mais aller encore un peu plus loin et faire en sorte que la sécurité soit abordable aux plus nombreux. Parce que avant, les gens dans les entreprises, ils avaient peut-être une dizaine de personnes à protéger. Aujourd'hui, ils peuvent en avoir 200. Aujourd'hui, le problème, il est qu'il faut aussi protéger. Et les entreprises s'y mettent beaucoup et je les admire beaucoup. Moi, je vois plein de gens formidables. Je vous dis, au niveau des associations comme des entreprises, il y a plein de gens formidables. Il y a des entreprises maintenant qui mettent carrément à disposition des transports pour aller prendre des personnes qui vivent dans des endroits qui sont difficiles. C'est leurs salariés. Elles doivent être garantes de leur bien-être quand même pour venir travailler, etc. Donc, ça bouge de tous les côtés. Et oui, il y aura encore une suite. Il y a eu un Mont Shérif 1, il y a le Mont Shérif 2 là, qui arrive. Et bientôt un 3 aussi. Oui, mais voilà, on s'adapte. Et comme j'ai dit, zéro forcing. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas moi, mon rôle, je l'ai bien compris, c'est d'assurer que la technologie elle est fiable, que les gens qui ont envie de l'utiliser soient rassurés parce que ça fonctionne. Ils ont toujours une écoute bienveillante. On est là pour les aider le plus possible sur la prise en main et justement les référer aux associations, car ça, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas notre métier, mais pour la prise en charge. Et c'est très bien, je suis ravie de vous connaître. Moi aussi, je suis ravie de vous connaître, Dominique Broglie et Émilie Caplier. Voilà, le lien a été créé. Pareillement, on échangera ensemble. Mais bien sûr, très prochainement. Et moi aussi, je voulais rajouter aussi que quand j'ai rencontré récemment la ministre Aurore Berger, qu'on salue, elle est très active. Une rencontre, et je la remercie en fait parce que enfin les femmes vont pouvoir aller porter plainte dans les hôpitaux, et c'est bien en fait pour dissimuler l'acte en lui-même, la crainte en fait, parce que oui, quand on part de chez soi et qu'on se dit on va à la gendarmerie, on peut pas dire ça à son mari, on peut pas dire ça à son conjoint quand on est victime, et on peut dissimuler et on peut entre guillemets mentir, se dire on se rend dans un hôpital, mais au final c'est pour porter plainte, et ça les choses avancent, et un grand merci. Bon mesdames, ce que je tire de tout ce qu'on est en train de se dire tout de même, c'est qu'il y a une prise de conscience généralisée et globale quand même. On n'est quand même pas 10 ans en arrière, on est 10 ans en avant, donc il y a des choses qui changent et des choses positives. Oui, heureusement. Heureusement que les choses avancent et les choses changent. Voilà, même si ça change un peu trop lentement à notre goût, Dominique Broglie, peut-être ? Non, mais non, moi je vais pas. Non, ça avance. Écoutez, Aurore Berger, écoutez. On la salue. Oui. Écoutez, c'est bien qu'elle me reçoive un jour. Ah, pourquoi elle vous a pas reçu ? Jamais. Eh ben voilà, on va organiser ça. J'ai pourtant eu un courrier de félicitations, mais non, moi, elle ne me reçoit pas. On lui passe le bonsoir à Aurore Berger, mais je crois qu'elle reçoit beaucoup les associations, effectivement. Oui. Voilà, exactement. Mais encore une fois, c'est bien juste, vous savez, la force de tout, c'est l'échange. Juste d'échanger. Juste d'échanger et de construire comme ça des projets et de voir comment est-ce que nous, on peut aider peut-être différemment. Et voilà, je trouve que ça manque, et c'est bien dommage. Donc, écoutez, l'appel est lancé. Unissons-nous. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, bravo, elle est très active, et ça c'est formidable. Voilà. Ça c'est formidable. On va aller faire un petit coucou de votre part bientôt. Merci Émilie Caplier. Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'association Elle veut être libre et que vous êtes chanteuse et interprète sur scène. Merci. Et vous, Dominique Broglie, vous êtes fondatrice de Mont Shérif. Je vous embrasse toutes les deux, et vous aussi d'ailleurs, auditrice, auditeur de Sud Radio. Je vous embrasse. Bye bye, bonne soirée. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Tout l'été, nous mettons à l'honneur les commerçants participant au Trophée du commerce organisé par CCI France, la chambre de commerce et d'industrie. Et nous sommes avec William Deschaux, cofondateur de Couteau du Chef. Bonjour William. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, et vous ? Oui, ça va, je vous remercie. Alors, on va découvrir Couteau du Chef. Au départ, c'est un site internet, c'est ça ? Oui, on a ouvert ça avec mon associé Florent en 2011 dans le garage chez mon père. D'accord. Et on a évolué au fur et à mesure vers quelque chose qui est un peu plus gros aujourd'hui. Un peu plus gros aujourd'hui, c'est-à-dire ? Alors aujourd'hui, on a maintenant c'est toujours un gros site web. On est une référence sur les couteaux de cuisine sur Internet. Mais là, on ouvre notre 3e magasin dans le sud. Donc on a un magasin à Mandelieu, un autre qu'on a ouvert à Cannes, et on vient d'ouvrir un magasin à Nice là il y a quelques semaines. Alors ce parcours depuis 2011 dans le garage jusqu'à aujourd'hui avec presque 3 boutiques et un site internet de référence, ça a été beaucoup de difficultés. Il y a eu des embûches sur votre trajectoire, si on peut dire ?
Oui, comme toujours. Écoutez, ça fait 15 ans. Hein, c'est difficile à croire pour nous, mais il y a du chemin qui s'est passé, notamment pendant le Covid, où on a eu de la chance parce qu'on a énormément travaillé, mais c'est toujours des problématiques qui sont compliquées à gérer parce qu'on a eu beaucoup de croissance pendant cette période-là. Et voilà, ça a été une super aventure, mais on s'en est sorti, on est très content, et aujourd'hui, voilà, on a une super boîte, des employés qui sont contents, et on va vers l'avant. Quand on vend comme ça sur Internet, on doit s'exposer, je pense, à beaucoup de concurrence. On en a un petit peu, ouais, mais figurez-vous que nous, quand on a ouvert ça, donc c'était plutôt aux alentours de 2010, il y avait vraiment personne à ce moment-là, et donc ça a été facile puisqu'on était les premiers à vendre des couteaux de cuisine sur Internet. Ouais. Après, évidemment, au fur et à mesure, on a vu des gens arriver. Et il y a quelques années maintenant, on a les gros acteurs chinois qui sont venus pour vendre vous le savez, en Europe, il y a beaucoup de chinoiseries qui sont vendues. Donc on fait face à ça, mais on a de la chance d'avoir un secteur pour lequel les gens aiment les produits de qualité. D'accord. Et les produits de qualité, en règle générale, c'est plutôt en Europe qu'on les trouve. Et vous vous adressez à des particuliers ou plutôt des professionnels ? Alors on a un peu des deux, figurez-vous, on a 17 000 produits sur notre site. Ah oui. Donc en fait, ouais, selon la période, on peut avoir les particuliers qui veulent s'acheter un bon produit ou les professionnels qui travaillent eux avec des produits qui sont consommables. Ce qu'il faut savoir, c'est que Couteau du Chef a commencé par la vente de couteaux de cuisine et on s'est vite diversifié vers tout ce qui est en rapport avec la cuisine. Donc aujourd'hui, on va vendre des cocottes, on va vendre des poêles, on va vendre des fouets, on va vendre des planches à découper, on va vendre un petit peu de tout. Donc on est vraiment capable de répondre à une grande demande autour de la cuisine. Quand on pense vente de couteaux en ligne, on pense forcément à la question de la sécurité. Vous sécurisez la vente, notamment pour les majeurs ? Alors on fait effectivement le nécessaire pour pouvoir identifier au maximum la vente à des personnes qui sont majeures. Voilà, donc vous pouvez pas acheter si vous avez moins de 18 ans. Maintenant, il n'y a pas de vérification de carte d'identité et on est en train de réfléchir à quelque chose qui permette de vérifier la carte d'identité à la réception de la marchandise. D'accord, donc il y a toujours une évolution possible pour faire mieux finalement. Eh ben, on essaye, nous, évidemment, de toute façon, quand on travaille sur Internet et puis quand on est entrepreneur en règle générale, on essaye toujours de regarder vers l'avant pour dire comment faire mieux, comment nous améliorer, parce que on peut pas se reposer sur nos lauriers. C'est pas comme ça qu'on a vécu notre société avec mon associé. Donc, on essaye de toujours faire un petit peu mieux. Voilà. Et la suite, donc vous nous l'avez dit, l'ouverture de ce 3e magasin. Vous avez quelle perspective plus largement ensuite ? Je pense honnêtement qu'on va continuer d'ouvrir des magasins physiques parce que je contrairement à ce qui se laisse penser ces dernières années, je pense vraiment que les magasins physiques ont leur mot à dire. Il faut juste avoir je pense un cercle vertueux avec le web, mais nous quand on est des spécialistes et qu'on vend des bons produits, le magasin physique a vraiment son mot à dire et oui, donc on va essayer d'aller chercher d'autres magasins dans le sud ce sera en propre hein, et puis après pourquoi pas aller chercher de la franchise. D'accord, ça va se construire petit à petit finalement. Exactement, un bon père de famille, comme on dit. Merci beaucoup, William Deschaux, cofondateur de Couteau du Chef, 2 boutiques pour l'instant à Mandelieu et à Cannes. La prochaine qui arrive à Nice et un site internet couteauduchef.com. Très bonne journée à vous. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ensemble, soutenons nos commerçants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.